un rang de... Non, on a été à Donc les canaris de cocotte pigmentés, ils sont pigmentés jaune, jaune ivoire, rouge et rouge ivoire, sont d'autres types. Le premier avec les ailes colorées, deuxième avec les ailes blanches. Ces dernières années, on a accepté encore deux nouvelles races. 3 bec jaune, 4 bec rouge, Koroku. Donc ça c'est le lipocle. Ces oiseaux, ils ont des catégories qu'il faut juger. Donc on a la catégorie intensive. Sur les sujets intensifs, ils ne présentent absolument aucune trace de chimère. La colonne hypochronique doit atteindre l'extrémité de chaque ligne. Donc ça veut dire que tous les oiseaux sur le dos et sur le bas-ventre, les flancs et tout ça, les joues, ils ne doivent pas présenter des petites plumes blanches. Ça c'est un intensif. L'évaluation de ces oiseaux en excellence, dans la discrétion, aucune présence de chimère sur tout le manteau. C'est un oiseau à 29 points. Un bon, légère et présence à peine perceptible de chimère limitée au dos et à la zone abdominale, il sera jugé à 28,7 points. Insuffisant, présence de chimère de rouge et vice-versa. Au rouge, tendance à l'orange. C'est ce qui s'est passé là pour tout l'oiseau. On l'a violacé. De deux couleurs, l'hypochromique de base, zones diversement colorées mais avec éclaircissement et concentration plus ou moins importante. L'hypochrome terre, pendant au jaune, ivoire, au couleur chez l'ivoire. Donc ça c'est le rouge ivoire intensif, là 21 sur 21, 20 sur 21. Au lieu d'avoir 25 points, donc on ne donne jamais moins. Les gens, normalement, quand il est rouge, ils arrêtent de donner le colorant. Ce qui se passe, c'est que l'oiseau avec la chaleur, ou bien différence de température, il va avoir une petite tête, bonne forme. Il forme, il est fier, c'est un oiseau qui se montre. Le plumage pourrait être un peu mieux. Le blanc, une couleur de fond immaculée exigée sur la tonalité du sec. Il faut savoir, il faut laver la tête et tout ça, mais encore on a 55 points. Évaluation d'exécution, point excellent. Absence de l'hypochrome sur le manteau. Présence réduite mais évidente de jaune citron sous les bords d'extrémité comme 53 points. Donc, le jaune citron. On a un jaune citron sous les blancs dominants. On doit avoir un petit peu ces jaunes citron. D'autrement, c'est trop. Il y en a qui sont un peu rougeâtres, en couleur dominante. C'est pas bon. Donc, le bon, absence de l'hypochrome sur le manteau, présence de l'hypochromique plus étendue seulement sur les remises, 52-50 points, suffisant, présence de l'hypochromique sur les remises gératrices et légère présence sur les épaules, 49-48. Insuffisant, présence importante de l'hypochrome sur les remises, les gératrices et les épaules. Insuffisance de l'hypochromique tendant à la variété blanche, 45-47. Incrustation dorée, c'est sur les dominants qui présentent ça. On passe à... Si vous avez des questions, je suis là. Merci de votre présence. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai des canaris de posture. Oui. Et j'aimerais colorer certaines races. Alors ça, vous parlez avec le monsieur. Et j'ai aucune connaissance du... Parce que c'est lui le chef des canaris de posture. Oui, mais c'est colorer des canaris de posture. Oui. Ouais. En rouge. Et j'aimerais savoir à quel moment ça se fait, comment ça se fait. Ah, ça se fait, le rouge, ça se fait comme certains canaris, comme les rouges mosaïques, qui sont comme ça, à 40 jours, vous aurez les rémiges et la queue qui seront blanches. Ça Et dépend de ils les seront races. pénalisés parce qu'ils seront bicolores. En posture, c'est comme en couleur.
Le rouge doit être uniforme. Ouais. Et on ne doit pas avoir, si vous colorez un canari de posture, on ne doit pas avoir du jaune et du rouge. Il est rouge ou jaune. Jaune. S'il a les deux, il est bicolore et il sera pénalisé à la position couleur de minimum 2 à 3 points. Et c'est la différence entre le podium et rien. Donc on colore dès le premier jour dans le nid. Au nid, si vous Ça voulez dépend de faire toutes les races qui est. à part chez les... Un rouge, par exemple, L'arlequin. un rouge intensif, on va le pénaliser. Les arlequins, c'est des oiseaux qu'il faut, c'est comme les mosaïques, il faut après 40 jours. Donc c'est tout de... L'arlequin, c'est après 40 jours. Ouais. Vu que l'arlequin, dès l'année prochaine, devra présenter le facteur mosaïque, donc il sera comme les mosaïques, donc à colorer dès le 40e jour. Ouais. Seulement l'arlequin, tous les autres, Tous les jours, tous les autres, c'est coloration après la mue. Parce que toute plume qui tombe devra être recolorée. Vous savez que le colorant que vous donnez à vos oiseaux passe par la bouche, l'estomac, passe dans le sang et va se déposer dans le derme de la plume, de la peau. Et c'est la plume en grandissant qui se nourrit du colorant qui se trouve dans l'épiderme et dans la derme et qui prend ce colorant. Si vous arrêtez d'amener du colorant dans le derme, c'est tout jusqu'à la fin de la mue. Et puis si ils font une fausse mue, il faut refaire du colorant. Le problème, c'est que moi, personnellement, j'ai des rouges, je donne toujours le colorant jusqu'à finir les concours. Parce qu'il suffit qu'un oiseau il rentre en mue, qu'est-ce qui va se passer? Et si je n'ai pas donné de colorant, les oiseaux ils vont présenter, ils sont tombés, ils vont présenter des couleurs orange ou jaunâtre. Donc ça sera pénalisé. Et puis, Ça, on va connaître surtout, c'est à la base du bec, c'est le premier qui tombe ici beaucoup, et puis sous les yeux. Et le colorant ne va pas destination. Donc, ce n'est pas en rentrant d'exposition qu'il faut recommencer de donner du colorant. Si vous colorez, je pense surtout aux postures, parce dans l'arlequin, c'est une difficulté supplémentaire de l'élevage. Ouais. Parce qu'un rouge, un lizard rouge, par exemple, s'il n'est pas coloré, s'il y a une fausse mue, mais après si les plumes vont venir bonnes, il va être pas pénalisé par la couleur. Tandis que si vous donnez le colorant rouge, et puis après, il fait une fausse mue, et puis qui va venir orange, qu'est-ce qui va se passer au jugement? Il va être pénalisé parce qu'il n'a pas été couleur uniforme. Donc la difficulté supplémentaire fait que dans les concours, on n'en voit pas beaucoup en fait. Exactement. C'est dommage. Ouais. Oui et non, on fait de la posture. Puis, Si ouais. c'est en posture, vu que c'est une question pour les canaris de posture, Plusieurs médailles, ça. il y a peu de races en posture où ils sont à facteur rouge. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur sang le rouge. Il n'y en a aucune, à part une nouvelle race où ils sont à sang rouge. Si un Norwich qui est rouge, vous arrêtez le colorant, il viendra jaune. Donc, il n'a pas dans son sang le rouge. C'est parce que vous y avez donné du colorant qu'il viendra orange. Alors, à Yorkshire, la même chose. Pourquoi on voit autant de Norwich rouge et pas dans les autres races? Parce que ça fait... C'est plus beau. Voilà, c'est plus beau. Voilà, C'est les éleveurs Sous de Norwich, Norwich qui ont estimé que le Norwich présentait mieux en orange comme les York. mais un Norwich, il n'est pas coloré avec la base de colorant qu'on donne au rouge. Parce que le colorant, c'est pas le même. Alors la base colorant, c'est liquide, c'est pâté? Non, c'est la poudre, mais par exemple, sur le rouge, on va donner de carxanthine, de carophile, de bêta-carotène, par exemple, et sur les autres, non, il y a un mélange qui fond un petit peu, c'est différent, qui ne vient pas rouge. Déjà, en soi, il n'a pas Ce un sera gène pour pour prendre ça. Norwich plus de la carophile. On donnera plus de la carophile aux postures, tandis qu'aux couleurs, ce sera de la contaxanthine. Ce n'est pas le même colorant. Parce que c'est pour ça que bien souvent on n'a pas le même rouge en posture qu'en couleur. Si vous avez une couleur orangée, ça viendra apporté par la contaxanthine. Le canari rouge, c'est laquelle carophile rouge qui vous amènera ce rouge aussi foncé, aussi profond.
Le rouge, il n'est pas héréditaire. Le À orange, part chez les canaris de couleur à fond rouge, où ils ont dans leur sang le caractère génétique du rouge, chez les canaris de posture, il n'y a aucune race qui est à fond à son rouge. Hein? On peut les colorer, mais si vous ne les colorez pas, tout cela reviendront jaunes. On est arrivé à fixer le rouge par rapport au taran de Venezuela. C'est cet oiseau-là qu'on a introduit dans l'élevage des canaris. Aujourd'hui, on arrive à fixer le rouge, c'est à travers cet oiseau-là. Parce qu'avant, on a commencé à sélectionner, par exemple, les rouges avec les jaunes, des choses comme ça. On n'arrivait jamais à tenir un bon rouge. Et puis c'est à travers ces accouplements avec le taran de Venezuela qu'on est arrivé à fixer. C'était le seul oiseau qui arrivait à fixer ça. Et faire ça avec un canari de posture, partir d'un Norwich, le croiser avec un taran du Venezuela pour amener le facteur sang rouge, le temps qu'il faudra pour revenir à R1, R2, R3, R4, R5, à revenir à Norwich, ce sera quasiment impossible. personne ne l'a fait. Mais c'est possible sur le mosaïque. Pardon? C'est possible sur le mosaïque. Ouais, c'est mosaïque. Oui, sur mosaïque, mais à Norwich, qui est un gros oiseau, qui a de la taille, qui a tout, un petit tarin, qui est comme ça, il faut déjà un puisse cocher l'autre. Si vous mettez un mâle Norwich sur une femelle tarin, il y a beaucoup de choses qui l'écrasent à moitié. Et puis, je pense qu'il faudra prendre un grand tarin pour qu'il arrive à cocher une femelle Norwich. On va faire sur du hasard. Ouais. Et puis après, il faut revenir tout ça et limiter dans le Norwich toutes les tares du tarin, c'est-à-dire sa grandeur, sa finesse, son bec. Il faudra supprimer et remettre toutes les rondeurs et puis garder toujours ce sang. Il vous faudra des années. Oui. 10 oiseaux à un concours. Et la deuxième question, toujours on summifie l'utilisation des abusifs de la contaxanthine. Comment on protège l'idéal pour protéger le foie. Le foie. Merci. Alors, l'idéal, ça fait des mois un petit peu au foie de l'oiseau. Ce qu'il faut faire, c'est donner de la colline de temps en temps, et puis c'est pas en croyant qu'on va colorer un bon rouge plus qu'il faut donner 20 grammes de colorant, donc ça on va tuer l'oiseau, parce que ça sert à rien, parce qu'il n'est pas génétiquement bon, on peut lui donner 1 kilo, il ne va pas venir pas plus rouge que ça. Donc il faut lui donner la dose exacte, 6-7 grammes de bon colorant, et puis il sera rouge, s'il est génétiquement bon de ça. Après, l'autre question, c'était la préparation pour le concours. Alors ici, par exemple, il y a beaucoup d'oiseaux qui ne sont pas bien préparés pour le concours. Il faut savoir qu'on peut laver des oiseaux, mais il y a beaucoup d'oiseaux qu'il ne faut pas laver, parce qu'on va le foutre, les blancs, oui, mais d'autres oiseaux, on n'a pas besoin de laver. Ce qu'il faut, c'est une cage toujours bien propre, batterie au fond, parce qu'il va abîmer pour les plumes de la cour, etc. Et puis, il faut toujours avoir des baignoires 2 fois par jour pour l'oiseau qui se baigne. Comme ça, il vient propre, et le plumage il est lisse. On peut rajouter des produits sous l'eau. Il y a des birnines en Belgique, il y a un truc tout simple qui a du vinaigre de pomme, et puis ça fait le plumage bon. Un oiseau, avant d'exposition surtout, moi je donne pendant l'année tout le temps du vent, parce que si on donne seulement une semaine avant l'expo, ça ne va pas faire un beau plumage. Donc il faut faire un vent aux oiseaux tout le temps, donc 2 fois par semaine. Il ne faut pas donner tout le temps, parce que si on donne tout le temps, ils vont s'habituer à l'eau et puis ils ne vont plus. Et la meilleure méthode, il y en a qui donnent sous l'eau, ils mettent du colorant sous l'eau. Le problème, c'est que ça salit tout. oui, Mais si on a les cages et tout, ça va salir tout. Mais si on a un bon oiseau génétiquement, avec une pâté humide, parce que la pâté humide, l'oiseau il la mange bien, et puis le colorant il va se fixer sur la pâté humide, puis en mangeant il va être bien coloré. Comme du sable, la farine, et si elle ne se colle pas sur un support, elle descendra. Les premiers jours, vous aurez votre pâté qui sera uniforme avec du colorant partout, mais au bout d'un mois et demi, vous aurez brassé dedans, le colorant naturellement descendra. Et puis après, vous aurez le haut, vous
vous étonnez pourquoi je n'ai pas une coloration uniforme, c'est parce que le haut de votre pâté n'a quasiment plus de colorant. Et tout le colorant Ça est colle descendu. pas avec la pâte. C'est-à-dire que si vous prenez une pâté grasse, le colorant se colle au grain de pâté. Et comme ça, c'est uniforme et vous aurez toujours votre mélange. Et ne préparez pas beaucoup de pâté à l'avance. Vous avez toujours du frais. Vous avez encore des questions? Pendant le concours, j'ai fait passer ce matin la partie pratique aux futurs élèves juges. Je pense que je peux leur dire qu'ils ont réussi et qu'ils recevront leur confirmation et leur carnet de la part du Collège des juges marocains dans ces prochains jours. Concernant l'exposition en posture, certaines races sont de très haut niveau, d'autres sont un peu plus bas. Et ça, je pense que ce n'est pas votre faute à vous personnel. Je pense que ça vient en grande partie de la pénurie de bons oiseaux. Du fait que vous avez des problèmes pour importer des canaris et d'autres oiseaux d'autres pays. Non, comme je l'ai dit avant, dans certaines races, la qualité des oiseaux est de très bonne qualité. Je ne m'attendais pas à trouver d'une aussi bonne qualité ici au Maroc. Du fait des problèmes que vous avez pour l'importation d'oiseaux, vous vous débrouillez très bien dans certaines races. Je ne dis pas dans toutes. On voit qu'il y a certaines races qui sont quasiment absentes, ou qu'il y a très peu, et ça vient simplement de ce fait-là. Il faudrait pouvoir demander à la fédération, ou je ne sais pas quoi, aux instances politiques, de vous faciliter l'importation de canaris ici. Ce n'est pas à vous personnellement, je pense qu'un petit éleveur aura énormément de peine, c'est au niveau supérieur qu'il faudra le faire. Mais j'ai été vraiment étonné de la qualité de certaines races que j'ai trouvées ici. Il n'y a quasiment rien à faire pour être au sommet. La preuve de ces derniers mondiaux, vous avez fait des médailles et des titres. Donc, vous êtes aussi bon que certains pays, petits pays, qui ont plus de facilité d'importer des oiseaux. S'il y en a qui ont des questions à me poser sur les canaris de posture, je suis à votre disposition pour répondre, ou sur des techniques, comme il a dit, pour préparation aux élevages, préparation aux expositions, comment est-ce qu'on peut faire des trucs qui se pratiquent, comme pour donner qu'un border prenne une bonne position, qu'un five prenne des choses comme ça. Oui. Chacun a sa technique. Moi, mon opinion et mon idée est de séparer les mâles des femelles. Parce qu'on a toujours dit, en mettant mâles et femelles ensemble, depuis la mue jusqu'à la production, il y arrive certaines fois que des couples se forment en volière ou comme ça. Et ces couples-là qui se sont formés naturellement, et si vous les mettez, continuez pas avec, ça vous donnera, vous aurez de fortes chances que le mâle n'accepte pas une autre femelle et la femelle n'accepte pas un nouveau mâle. C'est pour ça que je conseille de passer dès la mue, de les mettre séparément d'un côté des femelles, de l'autre côté des mâles. Et les accouplements, c'est de la génétique. Aussi bien, c'est pas parce qu'on fait de la posture qu'on n'a pas de génétique. Vous saurez qu'il y a des facteurs, comme le facteur intensif qui est un facteur létal. Il ne faut pas mettre deux facteurs létals ensemble. Vous avez, comme nous, on se trouve comme facteur létal, c'est l'intensif et les U, qui sont deux facteurs létaux chez les canaris de posture. N'accouplez jamais, non, je ne dis pas jamais, c'est possible, deux UP ensemble, parce que en accouplant deux facteurs létaux ensemble, vous aurez déjà, avant de commencer, vous partez avec un handicap de 25%. Vous aurez 25% de vos jeunes qui mourront dans l'œuf ou à la naissance. Donc, déjà rien que pour ça, vous perdez déjà 25%. Vous avez déjà un quart d'oiseaux en moins. Plus après, par la suite, ça vous donnera encore des oiseaux plus faibles. Et puis, ce qu'il faut faire aussi attention dans les accouplements, c'est de faire toujours intensif jumelle, mais quand vous avez des intensifs,
faites aussi attention, vous avez des intensifs longue plume. Courte plume, longue plume. Mais c'est aussi valable en couleur. C'est tout, il faut faire attention. Si vous voulez aussi une intensité beaucoup plus en couleur, il vous faut faire aussi le facteur longue plume sur courte plume. Vous accumulez deux intensifs longue plume, c'est comme vous n'aurez jamais de la couleur qui viendra jusqu'au bout, ou bien ils ne seront jamais aussi lumineux. Il faut faire attention, mettez-leur ce qu'on appelle des poupées ou bien quelque chose où elles puissent aller tirer. Prendre du matériel, de la fibre, parce que si vous mettez les poupées ensemble, puis qu'il y en a une qui vient prête aux chaleurs avant les autres, qu'est-ce qu'elle fera? Elle plumera les autres. Si elle n'a pas ce qu'on appelle une poupée, c'est des fibres, de la ficelle, où elle puisse aller tirer dessus. Parce que si vous... voilà. Prenez une corde. Oui, elle prendra quoi? Les plumes des autres femelles. Elle tirera les plumes des queues, des ailes, parce qu'elle prendra d'abord les plus grandes. Et c'est pour ça que vous allez montrer des problèmes aussi de fausses mues avant la production. Est-ce qu'on doit amener le mâle à la femelle ou l'inverse? Seule, quand elle commence le nid, je mets le mâle. Voilà. Ou il y en a qui disent, on met la femelle, 7 jours après, on met le mâle. On vous apporte quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas lui dire bonjour, viens t'installer. Vous faites un peu la gueule au départ. Et bien chez les Canaris, c'est la même chose. Il y en a un, il est chez lui, et vous introduisez un intrus. De toute façon, à part si elle est vraiment chaleureuse, la femelle commencera de se battre avec le mâle, et vice-versa. Il y a souvent, je pense, dans 50 à 60% des cas, il y a une lutte de dominant-dominé. Et ça, c'est dans tous les animaux. Vous avez toujours des dominants, des dominés. C'est aussi pour ça que ça se bat en volière. Quand vous introduisez un nouvel oiseau, il commence en bas de l'échelle et il doit se battre avec les autres pour arriver jusqu'à être au dominant, si ce sera dominant. On a un exemple des hybrides. C'est clair que si vous voulez faire une hybridation entre un chardonnay et puis un canari, un chardonnay avec un verdier, si vous le mettez juste ensemble là, vous n'arrivez pas à le faire. C'est des oiseaux qui doivent être à l'année ensemble. Voilà. Tout ce qui est hybridation, ce qui n'est pas naturel. Après, il y a toujours une technique. Il y en a des éleveurs qui ont 2 ou 3 perchoirs, et puis le mâle ne va jamais vers la femelle. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont sortir un perchoir, il y en a d'autres. À la limite, ils laissent seulement un perchoir qui se viennent vers le courant. Ils sont obligés de se mettre ensemble. Pour les autres. Un seul perchoir, ils vont être obligés à se mettre ensemble. Puis là, il y a des contacts. Si vous avez un mâle qui est prêt et qui va avec, qui serait compatible avec cette femelle, il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a de fortes chances, si on stoppe la femelle maintenant, qu'elle parte en mue, et puis elle veut faire devra faire une mue complète. Est-ce que vous avez combien d'ordres de lumière chez vous maintenant? Il y a une lumière, c'est la lumière naturelle? Il y a une lumière naturelle, bonne lumière, ils sont en volière. J'ai une femelle qui prend le papier, qui se met dans le nid et... Il commence très tôt. Hein? Il commence très tôt. Oui, c'est bizarre. Hein. Ça arrive, hein? Bah, chez moi, je fais aussi en volière, bon, c'est des exotiques, certains sont déjà au nid. J'ai les 2 couples de bruanstriolés, les 2 couples de bruanstriolés sont au nid. Parce qu'elle est venue d'Espagne, cette femelle maintenant? Elle est venue d'Espagne d'un concours? Elle est venue d'un concours, vous avez pris cette femelle en concours? Non, non. Ce qui peut arriver, c'est que souvent, quand on a des concours, la lumière, la chaleur, la salle, plus d'oiseaux, plus tout le monde, et puis surtout la lumière, parce que quand on fait le concours, on finit pas dans votre... Ah oui, ça déclenche les hormones. Ça déclenche les hormones de santé. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que toute femelle qui part, par exemple, au mondial, il faut l'accoupler directement en rentrant du mondial. Il ne faut pas attendre de commencer la saison d'élevage pour la mettre en niche. Parce que c'est des femelles qui ont été 15 jours, 3 semaines, avec beaucoup plus de lumière, de chaleur, la proximité d'autres oiseaux, et ça a augmenté naturellement son taux d'hormones. Et c'est des femelles qui sont prêtes à s'accoupler en rentrant du mondial. Et si vous ne le faites pas, vous avez une chance sur 2 qu'elles partent en mue. Et puis, je ne veux pas dire c'est perdu, mais au lieu de faire en février et mars,
ce sera viendra, c'est des fenêtres qui commenceront à nicher seulement au mois de juin, juillet. Demain, on ne mettrait pas de dimmer, on n'augmenterait pas. Pour me comprendre, c'est-à-dire un comportement, c'est-à-dire des comportements qui sont négatifs. Je pose un exemple, je te donne un exemple. Par exemple, le piquage, c'est qu'elle est prête et puis que les autres ne sont pas prêts. S'il y a du piquage, c'est qu'il y a peut-être trop de lumière. C'est pas parce qu'on met un dimmer qu'il faut mettre plein de lumière partout. Le dimmer, c'est pour augmenter, faire que le jour commence plus vite et le soir tombe plus tard. C'est pas, on ne vous demande pas avec un dimmer de doubler ou tripler la puissance de vos lampes. C'est-à-dire à combien de PL20 il doit être la chambre? 14 heures pour commencer. Pour ces installations qui vous fournissent un éclairage, comme ils disent, comme le soleil. La lumière du jour. La lumière du jour, c'est ce qu'il vous faut prendre. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir que ce soit... vous n'êtes pas obligé d'avoir un éclairage comme en plein midi, en pleine rue. C'est beaucoup trop. D'ailleurs, dans la nature, vous ne voyez aucun oiseau, à part certains grands échassiers et tout, qui nichent en pleine lumière. Le chardonneret ne fait jamais son nid en pleine lumière. Vous n'avez aucun oiseau qui fait son nid en pleine lumière. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une forte intensité. Il faut qu'ils puissent voir, qu'ils sachent que le jour augmente et diminue. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une lumière comme en pleine rue, à plein midi. Là, et vous avez de la peine à trouver soit votre nourriture, soit la pâtée, ou les abreuvoirs. C'est la durée qui déclenche le cycle hormonal, c'est pas l'intensité, pas de féconder. Vous avez meilleur temps d'avoir des mâles prêts avant les femelles. Vous aurez beaucoup plus de chance dans vos accouplements. Avec combien de comme il a dit notre ami? Il faut une dizaine de jours, pas plus. Parce qu'après, ce qu'il y a, c'est que si vous faites un mois, eh ben, les mâles ils partiront aussi en mue un mois avant les femelles. Et puis, votre dernier. Pour les canards de posture, pour les appareils génitaux, est-ce que les enlevez à la main ou bien au ciseau? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le blanchiment des oiseaux? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il faut le faire ou bien l'éviter? N'utilisez jamais un ciseau. Toute plume coupée et qu'on voit, c'est fraude. Oiseau disqualifié, si on voit qu'une plume a été coupée au ciseau. Non, je ne parle pas du concours, mais après le concours, la fécondation. Ah, d'accord. Oui, pour le cloaque et tout ça. Si vous montez, ici c'est normal pour voilà. Si vous avez des oiseaux chimènes ou à longue plume, c'est mieux de toiletter autour du cloaque. Pas à la pointe du cloaque. Hein. Parce que la pointe, il ne faut pas la toucher, celle-là. Il faut laisser les petites plumes. Parce que si vous les coupez, ça pique. Et il va piquer en cochant la femelle, il piquera la femelle. Donc elle aura tendance à se sauver. Hein? C'est ces petites plumes qui sont sur le plat qui guident ça. Voilà, c'est ça qui le guide et guide aussi le sperme. Hein? Donc ne les coupez pas, ou coupez tout, ou coupez rien. Mais laissez-les toujours et surtout ne jamais les couper au ciseau. Vous pouvez tout couper, tout ce qui est autour, mais laissez le toupet qui est au bout. Ça va pour toutes les races, les Gaulois, les Padovans, les Parisiens, les Sourinos. Ah mais je pense que c'est valable pour toutes les races, surtout les... Parce que si vous avez des longues plumes qui viennent cacher le cloaque, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Si ça couvre, quand ils essayent de... Il y en a qui sont plus ou moins actifs. Je pense que s'il y a un mâle qui est actif, ça veut... les plumes partiront à gauche, à droite. Mais si vous avez un mâle un peu flemmard ou bien comme moi qui a un peu de l'abdomen... Bon, ça j'ai vu, mais je sais pas. Moi, je n'en vois pas l'utilité. Les rétrices, c'est une balance. Voilà. Il y en a des oiseaux qui peuvent, ça fait pas de... Si vous n'avez pas la balance, il aura tendance à être déséquilibré. Voilà. Ça veut pas y amener grand-chose. Hein. Ça ne veut pas y amener plus de tenue que tu coches la femelle. Donc, j'ai jamais pas vu d'amélioration en coupant ou pas. Puis après, parce que vous coupez à quelle longueur? Seulement le premier centimètre, ou bien vous coupez à les pattes, les ongles, les pattes, parce que la saleté aux pattes, ça ne donne pas bonne impression. Nettoyez vos oiseaux. Et puis,
si vous voyez un petit toilettage, je ne dis pas un petit toilettage, si vous voyez qu'il y a dans la queue une plume cassée, tirez-la, ça ne vous fera pas de point en moins. Mais si on voit, en tant que juge, une plume cassée dans la queue, dans les ailes, ça vous fait un point en moins. C'est ce qu'il faut se dire. Ça fait aussi partie du toilettage. Ouvrez les ailes de vos oiseaux. Et si vous voyez une plume cassée, arrachez-la. Pas... voilà, une. Et puis il faut faire attention quand vous voyez. Vous saurez qu'une queue repousse en 6 semaines. Et que chez les petits oiseaux, Fife, Gloucester, Rasin, la queue, si vous l'arrachez en repousse, sera plus longue que celle d'un oiseau de première année. Systématiquement en deuxième mue, si on veut dire, ou bien en première mue, là, les plumes de queue seront plus longues. Si on la coupe 5 semaines avant le concours, elle sera plus petite. Insuffisant. Pas forcément. Ah, il est mort. Alors, pas forcément, parce que il y a encore un autre facteur qui entre en ligne de compte. Il y a la lune. Et ça, les gens n'en font pas assez. La lune est aussi un facteur important. Quand vous arrachez les plumes, souvent, si vous êtes en pleine lune, en lune noire, ça, c'est comme pour nos cheveux, nos ongles et tout. Vos cheveux, si vous allez chez le coiffeur en lune descendante, pousseront moins vite. Si vous les coupez en lune montante, ils croîtront plus vite. C'est exactement la même chose pour la queue d'un canari. Faites attention quand si vous arrachez des plumes, la période de la lune. On ne fait pas attention à ça. C'est un petit truc, mais c'est la différence qui fait entre 5 ou 6 semaines. Si vous arrachez, par exemple, en lune descendante, puis que vous avez compté, il me faut 5 semaines, puis vous avez fait ça en lune descendante, vous arriverez avec des oiseaux, puis ça se voit que la lune, ou bien que la queue, la pousse de la queue n'est pas terminée. Faites aussi attention à ça. Et puis, moi, je ne suis pas contre arracher la queue, ou bien des trucs comme ça. Ça fait partie du toilettage. C'est une difficulté supplémentaire. Si vous voyez que votre oiseau a 4, 5 ou 6 plumes qui sont cassées à la queue, il vous faut arracher toute la queue. Parce que sinon, vous aurez des plumes qui seront beaucoup plus longues les unes des autres. Et ça fait partie du toilettage. C'est pour ça que, pour les concours, ça commence pas 2 jours ou 3 jours avant le concours. C'est votre sélection d'oiseaux se fait après la mue, et vous devez les surveiller, et puis les contrôler. S'il y a des plumes qui sont cassées, des plumes et ça, c'est une suite. Et puis, il vous faut préparer, je pense, presque, en tout cas 15 jours à 3 semaines, vos oiseaux en petite cage, pour qu'ils soient habitués à cette petite cage, qu'ils chantent chez eux, dans une cage d'exposition. Parce que c'est des plumes qui sont tombées et qui repoussent, avec le colorant. Fécondés en dehors du nid. Vous savez qu'au moment de la porte, on enlève les œufs, on les remet tous ensemble. Parfois, on n'a pas de coupe. Ben, on sait très bien que si on ôte les œufs tous les jours, avant qu'il ait commencé de couver, je parle avant de commencer de couver, si l'œuf n'a pas été couvé, il peut rester en tout cas 7-8 jours sans être couvé. Je sais qu'on a fait des expériences, parce que j'étais aussi éleveur de poules. On a mis des œufs de poule, on les a gardés 20 jours au frigo. Et on les a mis à couver à la poule, et ils étaient toujours féconds. Ils ne sont pas morts. Donc l'embryon, tant qu'il n'a pas commencé le début, il est très résistant. On dit toujours, chez les oiseaux, le seuil critique, c'est entre 4 et 7 jours. Si votre œuf, votre œuf a déjà été couvé pendant 4 jours, c'est entre le 4e et le 7e ou bien 8e jour que l'embryon est le plus fragile. Jusqu'au 4e, il peut refroidir et après repartir. Après le 8e, il a assez le cœur est déjà formé et il a déjà sa propre circulation sanguine et il peut déjà commencer de se donner de la chaleur. Le seuil critique, c'est entre le 4 et le 8e jour. Là, il ne faut pas que les œufs refroidissent, ou très peu.
Mais sinon, l'embryon est très résistant, il part en hibernation avant, et après, il continue, mais gentiment, mais il a quand même, le cœur continue de fonctionner. Et la remise des œufs dans l'œuf est préférable. C'est du travail. Hein. Moi, je le faisais quand j'avais le temps. Hein. Franchement, il faut être passionné pour pouvoir dire je peux faire ça tous les matins ou tous les midis. Moi, je le faisais quand je travaillais de nuit. Eh ben, je le faisais quand je me levais, et puis quand je travaillais de matinée, je le faisais en retour du travail. Hein. On comprend les choses classiques. Ça peut avoir un impact après, parce que si l'oiseau le matin... Si vous ôtez tous les jours votre œuf du nid, du moment où elle couvre, la femelle pond le matin, autour des 8-9 heures. Elle veut le couver, mais comme on l'a dit avant, l'embryon, même s'il était couvé ce peu de temps, ça ne veut rien lui faire. Donc vous pouvez l'ôter et le remettre une semaine après. Mais comme vous aurez été tous les jours votre œuf, et que vous les remettez les 4 en même temps, les 3 ou les 4 en même temps, vous mettez au 4e œuf, les oiseaux. Quand elle a pondu le 4e, vous mettez les 3 autres, les poussins naîtront le même jour, à 1 ou 2 heures ou voire 5 heures de différence. Mais vous saurez que le premier jour, normalement, le jeune n'a même pas besoin de nourriture. Ou peu. Parce qu'il a encore la réserve du vitellus qu'il a pris dans l'œuf avant de casser la coquille. Elles nourrissent le premier jour, mais ce n'est pas le premier jour qu'elles nourrissent le plus. C'est depuis le 2e qu'il faut vraiment que ça suive. Et quand on nourrit à la seringue? Moi, j'étais pas pour le principe, pour moi, sa vie, ça survit ou ça survit pas. Joao, lui, est rouge, ou c'est les agates ou les opales, elles nourrissent les femelles que bien que depuis le 4e jour. Parce que les jeunes ne sont... C'est aussi ça, il faut se dire une chose, qu'est-ce qui incite la femelle à donner à manger aux poussins? C'est les poussins qui s'excitent dessous et qui la poussent à partir pour revenir. Si vous avez des poussins qui sont faibles, ils ne bougeront pas beaucoup sous la mer. Et elle ne sera pas pressée, elle pensera « Ah, il faut que je leur donne de la chaleur. » Oui, madame. Il y a des femelles qui se mangent les pattes. Bah, qui picorent leurs pattes avec les femelles. Pourquoi? C'est dû à quoi? Alors que tout l'élevage, ils ont la même nourriture, il n'y a qu'un qui se mange les pattes. Ben, je pense que certainement elles ne mangent pas tout à fait comme les autres. Si, elle ne mange peut-être pas de pâté, ou elle ne mange que de la pâté, puis elle a peut-être une carence dans certaines choses, en protéines. Voilà, c'est sûrement un truc comme ça, parce que soit elle mange que de la pâté, puis elle fait quelque chose, ou elle mange que de la graine, puis il lui manque peut-être elle a peut-être un petit déséquilibre qui lui manque, elle a peut-être un certain manque dans quelque chose. Mais vous savez, c'est comme nous, hein, les oiseaux. Il y en a qui sont diabétiques chez nous, puis il y a des personnes qui sont en pleine santé, puis il y en a d'autres qui sont diabétiques, qui ont d'autres maladies. Et puis ça arrive aussi chez les oiseaux, puis nous on ne sait pas Alors pourquoi? Pour moi, si elles se piquent des trucs comme ça, c'est plus un manque de protéines qu'autre chose. On fait une sélection naturelle, des fois c'est la sélection du coin de la table. Mais je suis assez dur. Pour moi, ça vit ou ça vit pas. Parce que je fais que de l'élevage en volière et extérieur. Donc si je commence de faire des médicaments et tout, et j'ai pas un oiseau qui est tout seul. Moi, j'ai refusé. Je viens de déménager. Hein. Avant, j'avais des cages, j'avais tout ce qu'il fallait. Maintenant, j'ai déménagé, je ne veux plus de cages. Donc, c'est tout de l'élevage en communauté. C'est pour ça que j'ai des exotiques, de la faune européenne, des canaris de posture. Les canaris de posture, je les fais couple par couple et par volière, comme on fait une sélection, tout, mais ils ne sont pas tout seuls. Donc je ne peux pas me permettre de traiter un oiseau dans une volière. Si je veux traiter, c'est toute la volière. Et suivant le médicament que vous donnez, c'est pas forcément, c'est pas bon pour un oiseau qui est sain. Et puis pour moi,
C'est une sélection naturelle. Et qu'on m'a donné, il a autant de valeur que ceux que j'ai dû acheter PP et BH. Ça dépend de tout ce qu'on veut faire de l'élevage. Voilà. C'est ça. Si on veut faire un élevage assez poussé, moi par exemple, je fais environ 1000 oiseaux, c'est clair qu'à 1000 oiseaux, je ne peux pas me permettre de rien donner. Ça c'est clair. Parce que sur l'élevage, j'ai un coût, et puis à la fin, il faut que j'amortisse le coût. Je ne gagne pas d'argent avec les oiseaux, mais que j'arrive à la fin de l'année, que ça soit kiff-kiff. Donc, si tous les oiseaux, moi j'ai un loyer à payer, parce que j'ai un local loué, j'ai un chauffage à payer, j'ai un loyer à payer, etc. Donc, il faut que je fasse quelques oiseaux pour m'en sortir à la fin de l'année. Nourriture, etc. Si tous les oiseaux petits, ils crèvent, ça ne joue pas. Donc, à ce moment-là, je les blanchis. Mais le premier tour, je ne les blanchis pas. Et puis, quand je vais blanchir, je blanchis seulement ceux-là qui sont malades. Je ne vais pas faire tout. Et là, voilà. Des fois, aussi, on peut, sous la seringue, mettre un petit pot d'antibiotiques sous la pâtée quand ils sont petits pour les aider. Quand ils ne lèvent pas la tête comme il faut. Et ça, c'est moi. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a qui blanchissent de suite, tous les oiseaux au départ. Moi, je ne suis pas pour ce principe-là. Je vais blanchir ceux-là qui ne marchent pas. Ceux-là qu'on voit qu'ils ont la calvibacillose, que les femelles sont tout mouillées sur le ventre, etc. Ça, c'est... Voilà. On n'a pas la même idée de l'élevage. Lui, il est obligé. Il ne peut pas. Moi, blanchir, je ne blanchis pas, mais on doit blanchir. Parce que si vous perdez tous vos jeunes, c'est normal qu'il vous faut faire quelque chose pour éviter ça. Mais le blanchiment, comme vous ne prenez pas de médicaments parce que vous supposez que vous allez être malade dans 3 mois. Tant que vous n'êtes pas malade, vous ne prenez pas de médicaments. C'est ce qu'il fait, Joao. Il ne blanchit pas systématiquement tout l'élevage. Il attend de savoir quelles sont les femelles qui ont de la coccidiose ou autre chose pour les traiter. Mais il ne traite que les femelles malades. Il ne traite pas tout l'élevage. Vous ne faites jamais chez vous, comme j'ai dit avant, vous ne prenez pas de médicaments avant de savoir si vous avez une maladie. À part le vaccin contre la grippe, je ne vois pas quel autre vaccin ou qu'est-ce qu'on prend comme médicament en prévention.